L'intelligence artificielle, ça peut être bluffant, mais faut se dire que ça reste un robot. Tout ce qui est gratuit n'est pas vraiment gratuit, en fait. Jamais un robot remplacera un humain sur ça. Il y a sûrement des professions qui vont se repenser, mais juste parce que l'outil leur fait gagner quelque chose. On nous dit l'IA va commencer à être plus compétente qu'un médecin sur un diagnostic. Toi, justement, t'en penses quoi? Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Entre deux patients, pas le temps de chercher un protocole. Alors, il ouvre ChatGPT, il pose sa question, il lit la réponse, c'est rapide, c'est clair, et ça a l'air fiable. Il s'en sert. Aujourd'hui, cette scène, elle existe, et elle est même en train de devenir banale. Pourtant, il y a encore 5 ans, personne ne connaissait ChatGPT. Aujourd'hui, on l'a tous sur notre téléphone, mais en santé, une question reste entière. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Parce qu'une information approximative, ce n'est pas juste une erreur, ça peut impacter directement les pratiques et les patients. Alors, comment utiliser ces outils sans se tromper? Et surtout, comment construire des IA vraiment fiables et pensées pour le terrain? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, ou plutôt d'accueillir de nouveau, le docteur Anne-Gaëlle Venier, une invitée que vous avez peut-être déjà entendue il y a tout juste 1 an dans un précédent épisode autour de son projet, l'application Bug Control. Depuis, 2 nouveaux projets ont vu le jour, notamment autour de l'intelligence artificielle, du développement de GPT. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour à tous. Je suis ravie de t'accueillir à nouveau dans le podcast. Tu sais que tu es la première invitée que je réaccueille à nouveau. On s'était dit de toute façon à la fin de notre premier épisode ensemble il y a 1 an, on en refera un, c'est sûr. Mais écoute, voilà, je pense qu'on fait ça très très bien parce que je crois qu'en plus on avait enregistré mars ou avril de l'année dernière, il me semble. Donc je suis ravie de pouvoir de nouveau échanger avec toi. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on parle bien sûr ensemble de cette appropriation de l'intelligence artificielle et surtout des outils que vous avez développés, de la manière aussi dont ils peuvent concrètement aider les professionnels de santé qui nous écoutent. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Merci beaucoup Marie-Noëlle et plaisir partagé. Effectivement, je suis ravie d'être là de nouveau pour échanger avec toi puis avec tes auditeurs. Donc oui, moi je suis Anne-Gaëlle Venier, je suis médecin spécialisé en santé publique et en prévention des infections associées aux soins. Donc qu'est-ce que c'est qu'une infection associée aux soins? Pour ceux qui nous écoutent, la plupart vous devez le savoir, mais ce sont ces fameuses infections qu'on ne veut jamais voir. C'est le patient qu'on opère et qui va avoir une infection du site opératoire. C'est l'infirmier qui va prendre en charge un patient et puis qui va se contaminer avec une bactérie résistante ou qui va attraper le virus du patient. C'est le jeune enfant qui vient pour ses vaccins dans la salle d'attente et puis qui va attraper la gastroentérite qui était présente et portée par un autre enfant dans la salle d'attente. C'est toutes ces petites choses-là qui surviennent dans le cadre d'un soin. Et donc moi, je travaille dans un CEPIA, c'est une structure régionale d'appui. C'est un service du CHU. Il y en a un dans chaque région et on a des actions régionales. Et donc, on fait des actions de formation, des actions d'évaluation, des actions de surveillance, de veille sanitaire et de sensibilisation, à la fois des professionnels, mais aussi du grand public. Voilà, pour la faire assez courte. Alors, c'est vrai que pour les auditeurs qui ne le savent pas, moi, c'est vrai que j'avais une appétence un petit peu sur les questions d'hygiène hospitalière et d'infections associées aux soins, parce que moi, j'avais une carrière aussi d'infirmière hygiéniste au sein d'équipes opérationnelles d'hygiène. Donc, les CEPIAS, moi, c'était quelque chose que je connaissais beaucoup.
On avait enregistré un épisode donc il y a 1 an, comme je l'ai dit, autour d'une application de bug control qui permettait et qui permet toujours, puisqu'elle est toujours active, voilà, de pouvoir identifier aussi les précautions à prendre en fonction, de la bactérie, du virus et cetera. Depuis aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué pour toi, dans tes projets, dans ton quotidien? Ça fait 1 an maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé dans cette année? Eh bien, déjà, Bug Control, a plutôt bien marché. Cette application a été consultée plus de 57 000 fois et téléchargée plus de 3 000 fois. Et donc, on a aussi recueilli tous les retours, des utilisateurs, ce qui fait qu'elle a pu être mise à jour là, fin mars, avec, bien, des précisions pour que ce soit encore plus facile à comprendre. Et puis aussi, on a pris en compte les nouvelles recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière sur tout ce qui était précautions respiratoires. Air gouttelette, vous savez, c'est fini. Et on veille plutôt aux précautions simples, renforcées, maximales. On parle de pathogènes de type A, B ou C. Donc voilà, tout ça, c'est dans notre contrôle. Donc ça nous a bien occupés. C'est vrai que pendant cette année, on a continué à aider les structures, hein, que ce soit les établissements de santé, les maisons de retraite, les cabinets de ville, pour la prévention des infections. Et on a travaillé sur tout ce qui était aussi bon usage des antibiotiques, prévention de l'antibiorésistance. Également à essayer de trouver, à faire des actions pour le grand public. On a ouvert aussi la chaîne TikTok du Répia. Donc, parce que le Répia, c'est le réseau de prévention des infections et de l'antibiorésistance. C'est un réseau piloté par Santé publique France. Et certaines missions ont été déléguées à certains CPIAS et certains centres régionaux en antibiothérapie. Donc nous, on porte une des missions nationales, et donc c'est une mission de communication, d'évaluation et de formation. Donc c'est à cet effet qu'on a développé nos réseaux sociaux avec TikTok. Et également, on travaille sur tout ce qui est antibiorésistance une seule santé, c'est-à-dire et finalement toutes nos santé sont liées, la santé humaine, la santé animale, l'environnement. Donc on développe ça, et on développe également des actions dans le domaine de la psychologie, de la sociologie, des sciences humaines et sociales, parce que tous les professionnels veulent bien faire. Personne ne veut transmettre une infection, personne ne veut contaminer l'autre et être contaminé. On fait tous notre maximum au quotidien, et on sait très bien qu'on rencontre des freins organisationnels, des freins personnels, des freins liés à l'équipe. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut arriver un peu à bouger en utilisant les sciences humaines et sociales. Donc ça, on a aussi développé pas mal de choses sur ça cette année. Et puis tu en as parlé, c'est aussi le sujet du jour. L'intelligence artificielle, clairement, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est devenu un peu incontournable. Maintenant, on dispose d'une dizaine d'opérateurs d'intelligence artificielle gratuits, et aussi des comptes pro. Et donc nous, on s'y unit dans l'équipe et on dispose maintenant de comptes pro, de plusieurs comptes pro en termes d'intelligence artificielle. Et on a développé des assistants intelligence artificielle. On va parler de tout ça. Alors ouais, moi c'est vrai que c'est un sujet, je pense, très, très, très dans l'actualité. Moi, tu vois, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit: «Attends, mais à quel moment, moi, j'ai installé, ChatGPT dans mon téléphone?» J'arrivais même pas, tu vois, à m'en rappeler. Mmh. Je dirais que ça fait peut-être, je sais pas, 3-4 ans max, pas plus. Toi, dans ton quotidien, à quel moment t'en entends parler? Bien, moi, j'en ai entendu parler dans mon quotidien, plus professionnel que privé. Parce que côté privé, finalement, nous, on n'est pas très écran, on n'est pas très geek. Mais côté professionnel, j'en ai entendu parler avec l'arrivée de notre chef de com, qui était notre nouvelle chef de com, qui est arrivée dans l'équipe. Maintenant, ça fait 2 ans et demi. Et je me suis aperçue qu'elle utilisait l'intelligence artificielle pour préparer des plans de communication, pour simplifier des textes, ou pour adapter des éléments pour les rendre un peu plus punchy, ou même pour faire des diaporamas, des infographies. Donc les jeunes générations sont toujours inspirantes. Et en plus, dans notre équipe, on avait aussi Pierre Parnex, qui est un chef de service innovant, et qui a toujours des antennes pour regarder un petit peu ce qui se fait, et qui lui aussi s'était mis aux intelligences artificielles génératives, hein, de type ChatGPT. Et donc finalement, c'est un peu par les collègues que j'y suis rentrée, et j'ai commencé à m'y mettre. Et c'est vrai que voilà, c'est à peu près à ce moment-là, donc j'aurais dit 2 ans et demi à peu près.
Alors pour ceux qui ne le savent pas, mais bien sûr, on a aussi enregistré un épisode avec le docteur Pierre Parnex que tu cites très bien sur justement les infections respiratoires. C'était en début d'année. Je suis pas très étonnée que Pierre, soit un petit peu précurseur sur tous ces outils. T'installes donc ça sur ton téléphone ou sur ton ordi, et Tu même pas là, obligé de l'installer, hein, parce que sur non, un c'est vrai, tu as raison. ordinateur, tu tapes ChatGPT ou même sur ton téléphone, tu tapes le nom parce qu'on parle de ChatGPT, mais il y en a plein, hein. Il y a Mistral, Copilot, Claude, Gemini, enfin, on n'a aucune action, hein, ni toi ni moi sur On n'est pas sponsorisé par ChatGPT en tout cas, c'est sûr. il y en a plusieurs et c'est vrai qu'en fait, même en tapant le nom de ce moteur, d'intelligence artificielle, on peut, accéder, on peut faire nos requêtes et avoir des réponses. C'est vrai que quand on a créé un compte gratuit, après payant, mais un compte gratuit, l'avantage c'est qu'il retient, nos demandes. Donc après il apprend, il se nourrit de ce qu'on va lui donner. C'est ça qui est assez fou. D'ailleurs, tu vois, moi, les premiers temps où j'ai commencé à l'utiliser, moi, je me rappelle très bien, je crois que j'étais encore à l'hôpital à ce moment-là et je lui demande, «Est-ce que tu peux me créer une formation sur les précautions standards?» Je me rappelle très, très bien, et puis j'étais avec mon équipe autour et on s'était dit: «Tu vas voir, ça va être marrant, ça va complètement se planter» et cetera. Et là, c'est la grosse claque parce que, alors il y avait des petites erreurs, c'est vrai, mais par contre, ils nous proposent un contenu, mais vraiment hyper quand même structuré, quoi. Alors pas hy au début en tout cas, tu vois, je dirais il y a, ouais, 3-4 ans, peut-être pas hyper encore actualisé. Je pense qu'il y avait des erreurs, tu vois, à ce côté de ce côté-là. Mais là, quand même, moi, je me dis: «Waouh, ah ouais, là, ça va vraiment changer la donne». C'est-à-dire que le temps passé, nous, à créer justement dans les équipes d'hygiène des formations, des contenus, où c'est quand même très fastidieux, hein, de faire ton PowerPoint et cetera. Là, ça va changer la donne. Toi, comment tu commences à t'en servir, au sein justement du CEPIAS? Oui, tout à fait, c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça peut avoir l'air vraiment bluffant et puis c'est quelque chose qui apprend continuellement donc l'intelligence artificielle qu'on avait, dans les années, 2023, c'est même plus la elle est presque has-been par rapport à celle qui est maintenant et puis après, c'est vrai qu'il y a une période où c'était un peu borné, c'est-à-dire que les robots pouvaient pas aller chercher des données trop récentes ou alors fallait prendre les versions payantes. Maintenant, c'est plus le cas. Et c'est vrai que, l'intelligence artificielle, ça peut être bluffant, mais il faut se dire que c'est finalement ça reste un robot et c'est comme un assistant ou un stagiaire et je crois que le terme d'assistant, c'est vraiment le bon parce qu'un assistant, on peut lui demander de faire des recherches, mais plus on sera précis dans notre demande, plus on sera clair dans notre demande, meilleure sera sa recherche et si on cadre bien la demande et bien forcément la réponse rentrera dans ce cadre. Mais si on le fait pas et puis il peut toujours se tromper. Un assistant, il peut toujours se tromper et il y a certains des moteurs, IA qui, ont ce qu'on appelle des hallucinations, qui font des extrapolations. C'est-à-dire qu'ils sont capables pour pouvoir, ça reste du business, hein, donc leur objectif, c'est de vous plaire. C'est aussi de répondre à ce qu'on demande. Donc parfois, s'il n'a pas la réponse, il peut extrapoler une réponse qui peut être erronée. Comme tu l'as très bien dit, il y avait des petites choses à revoir, c'est ce que tu as dit, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on faut vraiment ce qui est important, c'est le prompt, c'est-à-dire le texte de la demande qui doit être ultra carré, ultra rigoureux, ultra précis. Il faut vraiment bien l'avoir pensé avant. On dépose sa demande et là, après, le robot fait son travail et ne jamais prendre en l'état ce qu'il nous donne. Donc réclamer dans le prompt qu'on veut pas d'extrapolation, qu'on veut qu'il aille chercher des sources fiables, qu'il nous précise les sources, qu'il donne les URL de ces sources. Parce que, si on ne fait pas tout ça, eh bien, on peut avoir de grosses surprises. De très grosses surprises. Tu vois, moi, j'ai encore utilisé tout à l'heure, l'IA, sur un rendez-vous que j'avais eu où je lui donne, en fait, la transcription et en fait, je lui dis: «Est-ce que tu peux m'analyser ça?» et cetera. Alors il me propose une espèce d'analyse, puis je me dis: «Tiens, c'est quand même bizarre». J'ai pas l'impression que dans ce rendez-vous, j'avais échangé sur cette thématique et je lui dis: «Mais est-ce que tu es bien sûr d'avoir lu la transcription?» et là, en fait, il me dit: «Bah non, en fait, je peux pas la lire en entier» et cetera. Là, je me dis: «Tiens, tu vois, en fait, c'est» moi, je commence, tu vois, à être, avoir un espèce de biais en me disant,
c'est vraiment l'assistant dont j'ai rêvé, je lui fais entièrement confiance. Et en fait, non, parce que comme tu le dis très bien, tu es toujours obligé de reboucler parce que hallucination, parce que erreur, et bah, c'est pas non plus un cerveau humain. Donc ça a pas, ça peut pas te dire, ça, je sais pas le faire ou je vais me tromper. Et c'est là où Exactement, c'est difficile. exactement, parce que si on pointe du doigt qu'il y a une erreur, le robot va répondre: «Ah oui, effectivement, c'est vrai». Là, j'avais un collègue qui me disait que le robot lui avait dit que Biarritz, c'était une station de sport d'hiver, donc c'est plutôt rigolo. Mais, disons que alors que c'est une station plutôt balnéaire. Mais, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut, toujours garder se dire pourquoi je veux l'utiliser. Ça va pas changer nous en tant que soignants, ça va pas changer notre façon de travailler. Je crois qu'il faut rester toujours critique sur ce qu'on veut faire. Quand on a un projet, faut se dire: qu'est-ce que je veux sur ce projet? Quels sont mes objectifs? Quel est le public? Comment je veux y arriver? Parce que, ça ne changera pas. Le robot l'intelligence artificielle peut nous donner des pistes. Par exemple, tu parlais de cette formation que tu voulais faire. Tu peux demander, à une intelligence artificielle de te proposer un plan, de te proposer des idées, mais il faut qu'on reste quand même critique. L'avantage, c'est qu'on gagne énormément de temps. Par exemple, tu as un document qui est en ligne, par exemple les précautions standards. Tu parlais d'une formation sur les précautions standards. Tu donnes le PDF, de les recommandations des précautions standards et tu demandes de faire une formation à partir de ça. Et puis tu précises un petit peu ce qui est important pour toi. Et là, l'intelligence artificielle peut te faire un plan, voire même un diaporama. On a des intelligences artificielles qui font directement le diaporama. Alors, parfois plus ou moins modifiables, donc c'est ça qui est un petit peu difficile. Il y en a même qui font des diaporamas animés avec une voix. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, ce qui est important, c'est surtout oui, de bien cadrer. Et après, tu disais, je lui donne de la retranscription. Et ça touche aussi du doigt ce qu'on donne aux IA. Parce que il faut faire très attention, et surtout quand on est professionnel de santé, parce que toute IA gratuite, tout ce qui est gratuit n'est pas vraiment gratuit en fait. C'est-à-dire que on nourrit l'intelligence artificielle de données, et donc faut surtout pas qu'on donne des données aux patients, des données de santé. Ne mettez pas vos photos, vidéos dans l'IA parce que si vous les donnez, c'est parti quoi. Ça sera utilisé à un moment donné. Vos voix, vos sons, des données nominatives, toutes ces choses-là, en fait, dès lors qu'on les met, c'est parti. Et malheureusement, la plupart des IA qu'on a sont pas hébergées en Europe, avec les réglementations RGPD. Hem, c'est vrai que, bah, on a quoi? On a Lusha et Mistral, hein, qui sont, la même chose un peu et puis qui sont hébergés en France, en Europe. Mais c'est vrai qu'après tous les autres, c'est plutôt aux États-Unis. On voit se développer des IA qui sont, un peu plus sécurisées. Aleph Alpha, en Allemagne, vous avez Lighton en France. Donc on voit émerger maintenant des entreprises qui proposent de l'IA qui est un peu plus sécurisée. Que ça, je pense que c'est sûrement ce qui nous arrivera dans quelques années, où on aura beaucoup plus d'offres. Et en tout cas, quand on utilise dans ton exemple de départ où, voilà, je veux une procédure, je veux savoir quoi faire, je demande à un assistant IA gratuit. Bon, bah, tant qu'on met pas de nom de patient ni rien, tout va bien. Mais mais aussi garder, une certaine attention à ce qui va être répondu. Parce que ça peut vraiment répondre n'importe quoi. Justement, toi, quand ça a commencé, au sein du CEPIAS ou au sein des structures que vous avez pu accompagner, est-ce que tu as déjà vu, tu vois, justement des soignants qui ont commencé à l'utiliser? Et je pense qu'on a tous fait des bêtises, à mon avis, au début, parce je pense qu'on ne savait pas. Est-ce que c'est là où vous vous êtes dit avec ton équipe: «Tiens, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à cadrer un petit peu l'utilisation»? Oui, c'est vrai, bah, en fait, on l'a vu de façon informelle, hein. C'est-à-dire, c'est en discutant avec les collègues, ou même, au sein de notre équipe, hein, parce que nous, du coup, on s'est tous mis en posant des questions aux différentes IA et puis parfois, bah, la réponse nous satisfaisait. Parfois, on se disait: «Oh là là, mais il est en train de dire n'importe quoi», voire même c'est contre-productif par rapport à une procédure. Donc, parce que le souci, c'est que finalement, une intelligence artificielle, elle cherche sur l'ensemble de la toile. Et si on dit pas, qu'on veut à tout prix qu'elle ne s'intéresse qu'à tel et tel site en particulier ou qu'on veut absolument des références ultra fiables
même quand on fait de la recherche bibliographique, parfois il invente des articles. Donc ça peut devenir dangereux s'ils inventent des fausses données, des fausses citations. Donc nous, on s'est rendu compte qu'effectivement, quand on pose une question, faut vraiment avoir la connaissance quand même pour pouvoir se dire, bah, c'est faux ou c'est pas faux. Mais quand on n'est pas de la partie, eh bien, on n'a plus vraiment cette vision critique puisqu'on sait pas. Alors, il faut croiser. Je pense que déjà croiser entre différents outils, c'est bon. Aller vérifier les sources, ça, c'est la base. Et après, c'est vrai qu'on s'est dit, bah, ça fait beaucoup de si, parce que finalement, l'assistant, d'intelligence artificielle, il est utilisable si tu le cadres, si tu fais une bande de notes, si tu es vigilant, si tu vérifies ce qu'il te dit. Ça fait beaucoup de si et on sait très bien que, bah, quand on est contraint par le temps, on va peut-être pas prendre le temps de tout vérifier. Et on s'était demandé, ce qui était faisable. Donc nous, on a demandé une petite formation par un intervenant extérieur sur l'intelligence artificielle pour justement mettre toute l'équipe au même niveau sur la connaissance de l'intelligence artificielle, ses avantages, ses limites, les éléments de vigilance. Et puis à l'occasion de cette formation, le formateur nous a parlé des GPT, des assistants IA. C'est des mini-assistants, des mini-programmes qu'on peut faire à l'intérieur d'une IA et qui sont paramétrés d'emblée. Et notamment, ce qui nous a beaucoup plu, c'était l'idée de créer un assistant qui ne cherche que dans un certain groupe de sites qu'on aurait paramétré avant. Et là, on s'est dit, bah voilà, ça pourrait être utile pour nos collègues parce que si on interroge l'intelligence artificielle, mais que cette intelligence artificielle, elle va aller ne chercher que dans un certain nombre bien limité et bien défini de sites internet, il y a des chances pour que la réponse soit fiable. Alors, jamais à 100% pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Voilà, vous savez que ça sera jamais fiable à 100% parce qu'il peut toujours halluciner, extrapoler sur des choses. Mais quand même, ça réduit un petit peu le risque. On s'est dit, banco, lançons-nous. Et on s'est mis à travailler sur des assistants IA bornés, cadrés. Alors justement, tu vois, pour tous les professionnels, soignants, médecins qui nous écoutent et qui sont intéressés parce que c'est vrai qu'au début, quand on parle de GPT, c'est vrai que moi, ça m'avait toujours fait très peur, de me dire: «Ouh là là, là, il va falloir paramétrer des choses et cetera». Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer un petit peu, à travers peut-être un exemple, comment on utilise, un de vos GPT que vous avez créé? Oui, bien sûr. Donc ces GPT, c'est des mini-assistants. On leur a donné des noms. On a travaillé en amont avec un prestataire. Enfin, nous, on n'avait pas la capacité en interne de créer ce genre de choses. Donc un prestataire qui a au sein de ChatGPT, là en l'occurrence c'est avec ChatGPT parce que bah, finalement c'était l'un des premiers et les plus utilisés, même si c'est américain. Euh, et, euh, et donc lui, on a créé donc un espèce d'assistant. Quand on clique dessus, eh bien on a différentes propositions. Par exemple, on en a créé un pour les maisons de retraite, les EHPAD. Et ça permet, il va chercher uniquement dans les sites des CEPIAS, le site de Santé publique France, le site du REPIA, le site du Haut Conseil, enfin, vous voyez on va dire la HAS, enfin, tous les éléments importants où là, on sait il y a des bonnes informations. Et puis, c'est un site où on vous propose, par exemple, de créer une procédure ou alors on propose de vérifier sa procédure ou de résumer une recommandation. Et il y a déjà en fait ces éléments-là qui apparaissent et comme ça on clique et on se laisse guider. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pose pas sa question tout seul. On clique sur ce qu'on recherche et là, l'intelligence artificielle, le robot, échange avec la personne selon un algorithme qui a été déjà défini avant par nous. Et donc, il aide la personne à cadrer sa demande. Il va lui dire dans quoi travaillez-vous? Est-ce que c'est vraiment un EHPAD? Est-ce que c'est une masse, une femme? Ou alors est-ce que vous êtes dans une maison de retraite? Ou est-ce que finalement vous êtes dans un établissement de santé? Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous faire ce protocole? Quel est l'objectif? Quel est le sujet? Et donc, il y a un dialogue qui est déjà pré-paramétré. Donc la personne finalement échange avec cet assistant robot pour arriver à la fin à une demande ultra structurée
Et ensuite, eh bien, le robot va pouvoir soit vérifier sa procédure, soit lui en proposer une, en se basant uniquement sur les sites de référence. Alors ça, ouais, j'aurais rêvé, je crois, d'avoir d'avoir cette ce GPT, je crois qu'il y a quelques années, notamment, je pense, au moment de la période Covid où, tu sais, on épluchait les recommandations. Je pense chaque jour, on essayait de retrouver la dernière reco qui tombait, on refaisait une procédure, et cetera. Mmh mh. Le temps perdu, je pense, a été énorme. Est-ce que déjà, tu vois, quand vous avez commencé à lancer, alors on prend l'exemple de ce GPT-là, heu, comment, on va dire, tu as pu avoir des retours, tu vois, du terrain? Parce qu'il faut le tester, bien entendu, pour voir, en fait, si ça marche, et si c'est, pertinent aussi et qu'on perde pas trop de temps. Parce que c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, faut pas aussi non plus, perdre plus de temps C'est ça. que ce que tu aurais fait toi-même. C'est là où il y a un espèce d'un peu d'engrenage, où tu te prends, en fait, au jeu aussi on va dire, «discuter» entre guillemets avec cet assistant et en fait, finalement, tu perds énormément de temps, quoi. C'est quoi les premiers retours justement? Moi, enfin, je trouve que les EHPAD, c'est hyper pertinent parce que souvent, c'est des structures qui peuvent être un petit peu isolées, notamment dans tout ce qui est prévention des infections associées aux soins. Comment vous avez pu faire tester ce GPT? Alors en fait, à la fin du GPT, il y a quand la personne a échangé avec le robot, il y a un petit questionnaire d'évaluation, qu'on demande de remplir. Donc comme ça, si les gens le souhaitent, ils peuvent cliquer et dire, ce qu'ils ont trouvé bien, pourquoi ils l'ont utilisé et ce qu'ils en ont fait ou pas. Et il y a aussi un formulaire de contact si jamais ils ont des questions par rapport à ça. Et donc on a eu, quelques retours, on a eu une vingtaine de retours. Donc c'est assez, positif globalement, parce que forcément c'est pas obligatoire le retour, mais la plupart étaient positifs, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais on a quand même eu 2 retours où on s'est aperçu que les gens n'avaient pas forcément utilisé le GPT comme il fallait. C'est-à-dire que, ils arrivaient sur la page avec le GPT et puis les différentes, questions, qui étaient proposées et finalement ils allaient poser la question eux-mêmes parce que le ChatGPT est fait ainsi qu'il y a quand même la barre où on peut poser sa question. Donc ils posaient leurs questions, mais vraisemblablement, quand on a été allé un peu creuser avec eux ce qui s'était passé, le prompt était pas très précis et donc ils ont été, victimes de ce qu'on voit donc d'hallucinations de la part de du GPT qui, même s'il allait chercher dans des sources fiables, eh bien, lui donnait une réponse qui était pas très cohérente parce que, voilà, la question a été, un peu pas posée exactement de façon précise. Donc on voit bien que c'est pour ça que je disais que c'est pas fiable à 100. Si on suit vraiment, le déroulé, c'est un peu comme les chatbots qu'on a quand on est sur des différents sites où, vous avez tout d'un coup un petit bot qui vous dit: «Est-ce que je peux t'aider?» On est un peu là-dessus. C'est-à-dire que vaut mieux suivre la logique du robot si on veut pas que tout d'un coup il se mette à extrapoler derrière. Donc pour l'instant globalement c'est positif. Après on en a aussi fait un, pour le grand public qui s'appelle, Parents Prévention. Parce que les 1000 premiers jours, c'est important, la prévention des infections, les gastro à l'école ou même, tout simplement quand on reçoit un antibiotique, on n'a peut-être pas envie de lire la notice, qui est écrite en tout petit. Donc c'est des éléments comme ça où il y a marqué, comment éviter les infections chez mon bébé, et j'ai un antibiotique, comment le prendre? Et puis comme ça, là, c'est pareil, c'est un dialogue qui s'ouvre avec le robot et le robot va dire: «Qu'est-ce que tu prends? À quelle quantité? Alors tu fais attention, les effets indésirables, ça peut être ça, tu dois prévenir ton médecin si tu as tel et tel symptôme, finis bien le traitement jusqu'au bout. Enfin, des petites choses, pratico-pratiques. Parce qu'on s'aperçoit que le grand public utilise beaucoup l'IA maintenant pour, s'informer, ou juste pour communiquer. En tout cas, moi, je l'ai utilisé, tu vois, votre GPT parent, parce que moi j'ai eu, voilà, des épidémies d'otite, comme tu le sais, parce que je t'en ai parlé en off de mon dernier petit bébé. Vraiment, ça m'a en tout cas, ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, à un moment, tu sais plus trop, voilà, quoi faire, les antibiotiques, la Roséfine en IV et cetera et je trouvais que c'était hyper pertinent parce que tu vois, j'ai on va dire une connaissance, sur tout ce qui est, voilà, antibiotiques, antibiorésistance, mais je me sentais quand même démunie,
Et ça, en tout cas, moi, ça m'a permis peut-être de me rassurer, je pense surtout, sur certains points. Et je trouve que c'est hyper pertinent, tu vois, d'avoir aussi ça pour le grand public, parce que les soignants, tu vois, qui nous écoutent, heu, des fois, je pense qu'on a aussi besoin dans notre vie personnelle. C'est difficile de s'appliquer un petit peu les choses qu'on fait auprès de nos patients. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir pu développer ce genre d'outils, heu, voilà, à utilisation plutôt perso que pro. Et ça, c'est vraiment bien. Bah, merci pour ce retour. Oui, oui, c'est vrai et puis c'est jamais facile franchement. On est des soignants et puis on sait pas tout, hein. Parfois, il y a des choses, on sait plus. Quand ça touche aux soins de nos enfants ou de la famille, on est un petit peu moins pragmatique. Complè Pragmatique, je crois que c'est le bon mot. Heu, il y a quand même, tu vois, cette, comment dire? Cette dimension, qui est hyper ludique dans vos projets. Tu nous as parlé, de la chaîne TikTok, le précédent épisode, on avait parlé de l'application Bug Control. C'est important pour toi, tu vois, la pédagogie aujourd'hui, parce que vous l'enseignez d'une façon qui est tellement, moderne. Vous arrivez à transmettre des choses qui sont compliquées, parce que tu parles d'antibiorésistance, tu parles d'hygiène hospitalière, on parle de prévention des infections. C'est des sujets qui sont lourds et souvent, je pense que tu le sais très bien, hein, les soignants, quand on leur parle de tout ça, ils sont soit effrayés, soit ils fuient. Aujourd'hui, vous avez quand même une, comment dire? Une dimension différente dans l'appropriation de tout ça? C'est vrai que tout ce qui est ludique, c'est vraiment, ça nous tient à cœur. Ça nous, c'est vraiment, notre ADN au CPS Nouvelle-Aquitaine. Mais, comme on le disait au début, les soignants, ils veulent tous bien faire. Je veux dire, si on a tous choisi ces métiers-là, c'est parce qu'on aime les gens, on aime soigner, on aime prendre soin. On veut toujours donner le bon traitement aux patients pour qu'il aille mieux ou qu'il ait moins de séquelles. Donc c'est vrai que, on est une communauté de professionnels, avec une grande envie de bien faire. Et c'est sûr qu'il y a tellement de choses à avoir en tête entre, l'identito-vigilance, tout ce qui est traçabilité, matériaux enfin, on a plein de choses à penser tout le temps. Répondre aux familles, communiquer avec les autres, enfin bref. Et c'est sûr que la prévention des infections, c'est un petit élément de toute une journée. Et pourtant, c'est vrai qu'elle est tout aussi importante que le reste. Et le jeu, ça fait du bien à tout le monde et tout le monde aime jouer. On on a appris plein de choses en jouant quand on était bébé, c'était les jeux qui nous permet, d'activer notre motricité fine avec les cubes, avec, les triangles et tous nos jeux nous permettaient de nous améliorer et en fait, on s'aperçoit que quelle que soit la génération, si on dit: «On va faire un jeu», tout le monde dit: «Ah OK», alors si on vous dit: «On va vous faire une formation», c'est déjà moins sympa. Et en plus, on a vu qu'en psychologie, cognitive, quand tu apprends quelque chose dans une ambiance sympa, où tu as une émotion positive, eh bien, tu vas mémoriser beaucoup plus d'éléments et également tu vas mémoriser avec une vision globale de tout ce qu'on va t'avoir dit. C'est-à-dire, tu vas être capable de faire des interconnexions entre tout ce que tu auras appris. Alors que si tu apprends dans une ambiance négative, que tu es dans une émotion négative, tu vas apprendre quand même. On a tous bachoté nos cours, c'était pas marrant, on a quand même réussi à retenir des choses. Mais quand on apprend, dans une, mauvaise émotion, eh bien, on apprend moins de choses et surtout on les retient beaucoup moins. Et on les apprend en silo. On ne connecte pas tout ce qu'on a appris. Donc, on sait que c'est important, d'apprendre dans une bonne ambiance. Voilà, tout le monde aime ça et en plus, on apprend mieux, on retient mieux et c'est plus sympa. Donc c'est vrai que la ludopédagogie, que ce soit pour des jeux sérieux, que ce soit même pour des affiches qui donnent envie, qui sont un peu sympas ou des petites vidéos, bah, ça forcément, on pense que ça peut, avoir suscité déjà l'attrait et favoriser la mémorisation, voire même sensibiliser pour, avancer après sur, une réflexion sur ces pratiques. Complètement, moi je te rejoins tellement. Je pense que c'est apprendre en s'amusant, à mon avis, le défi aussi, que ce soit en hygiène hospitalière ou sur d'autres thématiques, mais aussi pouvoir un peu, casser les codes, un peu égayer aussi, le quotidien de tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, hein, soignants ou non soignants. Mais c'est vrai que c'est indispensable.
Et je pense qu'en effet, on apprend mieux et surtout, je pense que c'est des choses auxquelles on va être attaché, on va comprendre aussi beaucoup plus l'importance de certaines choses, alors que bachoter, c'est souvent, voilà, on va le retenir sur quelques jours, puis après c'est terminé, puis on aura cette recherche de sens qui sera peut-être beaucoup plus compliquée. Euh, Toi, justement, avec ce recul que tu as, ce qui est assez, on va dire génial dans ce que vous faites, c'est que tous ces outils que vous proposez, c'est vrai que là, on avait envie de faire un épisode sur ces GPT. C'est quand même des choses qui sont gratuites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis, infirmière, je suis kiné, je suis sage-femme dans X établissements, que ce soit sanitaire ou en EHPAD et cetera. Je peux, aller utiliser ces outils. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer comment, je peux faire pour les utiliser? Tu parles des outils ludopédagogiques? Alors, ludopédagogique, en tout cas, tous les outils que le CPIAS vous proposez, parce que c'est vrai que vous en proposez beaucoup, heu, où est-ce qu'on peut les retrouver? Si on veut utiliser ces GPT, comment on fait pour les installer? Est-ce que ça demande, d'être, on va dire un peu formé à tout ça? Ou est-ce qu'on peut les utiliser hyper facilement? Oui, en fait, tout ce qui est produit par notre CPIAS ou même les autres CPIAS, hein, parce que il y a les CPIAS ou même les CRATB, se sont mis à faire des outils ludopédagogiques. En fait, quand une structure comme la nôtre produit des outils, ils sont faits pour être simples, intuitifs et utilisables d'emblée. Donc, je te raconte pas le travail qu'il y a derrière, en fait, pour pour arriver à ça. Parce qu'en fait, souvent on se dit: «Ah bah, c'est ce qui est le plus simple a souvent nécessité beaucoup, beaucoup de travail derrière». Même une toute petite vidéo ultra percutante, elle aura nécessité des heures et des jours et des mois de travaux. Donc et oui, oui, tout est en fait, tout ce qui est produit, vu qu'on est des structures de santé publique, tout est gratuit et tout a volontairement, doit être simple à utiliser avec une méthodologie sinon. Et on peut trouver, tous les outils de tous les CPIAS, tous les CRATB sur, le site préventioninfection.fr. Donc en un seul mot, préventioninfection.fr, le site du REPIA et quand vous arrivez sur la page d'accueil, il y a une base documentaire et donc là, vous accédez à tous les outils qui existent et notamment il y a une sélection ludothèque. Donc voilà, vous trouverez, des outils qui ont été, validés, qui marchent, et qui ont été créés par les uns et les autres. D'ailleurs, si parmi ceux qui nous écoutent, certains sont très heureux d'un jeu qu'ils ont créé dans le domaine de la prévention des infections ou de l'antibiorésistance et qu'ils souhaitent le partager, ils peuvent nous écrire. Vous verrez, il y aura nos coordonnées sur préventioninfection.fr et on pourra voir, si on intègre, leur jeu dans la base documentaire. Et pour ce qui est des GPT, pour l'instant, vu qu'ils sont encore, on va dire, un peu en test, hein, notre objectif, c'est de les améliorer. On tâtonne dans l'IA. Ils sont disponibles sur le site du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans un moteur de recherche, vous tapez CEPIAS, CPIAS, Nouvelle-Aquitaine, et le moteur de recherche fera le travail. Et une fois que vous arrivez sur la page d'accueil, vous descendez tout en bas de la page d'accueil et c'est là que vous verrez les GPT. Et il n'est pas nécessaire, d'avoir un abonnement ou quoi que ce soit. Vous cliquez dessus et si vous avez un compte gratuit, vous pouvez l'utiliser en illimité et puis ça gardera en mémoire vos recherches et puis sinon, bah, vous pouvez l'utiliser comme ça, un compte, ChatGPT. Ouais, il faut juste, voilà, avoir créé un compte même gratuit, il suffira, en tout cas moi pour l'avoir testé, juste de cliquer dessus, vous arrivez directement après, dans le GPT, donc c'est très, 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 très simple d'utilisation justement et pour les professionnels qui sont un petit peu frileux, à utiliser ce type d'IA, moi je trouve ça assez intéressant parce que justement comme vous avez cadré énormément, rassure, je trouve, d'avoir en tout cas ce cadre-là et ces questions en fait qui sont automatiquement posées. Donc je trouve que pour des personnes qui ne se seraient pas encore lancées, c'est assez intéressant et assez rassurant en tout cas de commencer comme ça et ça nous permet, je pense aussi, de pouvoir tout doucement, explorer aussi voilà d'autres choses, mais voilà très facile, d'utilisation et surtout, je pense que ça peut vraiment, voilà débloquer peut-être certaines situations ou faire gagner un petit peu de temps. Oui, merci. C'est vrai que, ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez essayer. Restez critique toujours sur ce qui vous est répondu, ça c'est quand même important et
Et après, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est utile, hein. Vous voulez, écrire un mail à votre direction, vous savez pas trop comment tourner la chose. Vous dites vos idées, vous demandez, que l'intelligence artificielle, vous le rende, plus, officiel ou autre, dès lors que vous ne mettez pas de nom, pas de lieu, enfin, toujours pareil, hein, vous restez, suffisamment neutre, et bien ça peut vous aider à refaire un mail, ça peut vous aider à reformater un peu ou mettre à jour, un diaporama. C'est vrai qu'en fait, on gagne du temps. Au début, je vais pas dire qu'on gagne du temps. Au début, on perd du temps parce que il faut apprendre à utiliser ce nouvel outil. Mais c'est comme n'importe quel nouvel outil, quoi. Au début, quand les gens, n'avaient pas d'ordinateur, mais il a fallu qu'ils apprennent à taper sur un clavier et ça mettait du temps pour taper sur un clavier. Bah, là, on est un peu près pareil, c'est-à-dire que, au début, si on n'a jamais touché à l'IA, ben, on va tâtonner, nos prompts, nos commandes seront pas optimales et donc on sera pas content de ce qu'il va nous répondre. On va lui dire, «Non, c'est pas ce que je voulais», et ne pas hésiter à dire au robot: «Mais comment je peux mieux communiquer avec toi aussi?» Parce qu'ils sont paramétrés pour vous dire, comment, mieux paramétrer les demandes et ainsi de suite. Donc au début, ça prend quand même plus de temps. Enfin, mais après, une fois qu'on sait maîtriser, les outils, on gagne du temps. Mmh. Aujourd'hui, comment tu t'en sers? C'est-à-dire dans ta journée, alors je sais que tu as pas de journée type, mais c'est comment tu vois, tu pourrais nous expliquer vraiment dans ton quotidien pro, heu, est-ce que c'est la 1re chose que tu fais le matin quand tu arrives, au bureau, tu ouvres ChatGPT ou Claude, ou Mistral? C'est quoi toi ton utilisation? Oui, non, je suis pas addict, mais disons que moi, ça me sert dans différentes choses. Quand j'ai un doute sur quelque chose, je demande à l'intelligence artificielle. Je pose la question pour vérifier si c'est bien ça. Je lui demande, ou sinon quand je me dis: «Est-ce qu'il y a pas eu une nouvelle recommandation sur ça?» Je demande à l'intelligence artificielle de me dire les dernières recommandations sur ce point en particulier pour voir, ce qu'il en est. Si par exemple, j'ai un document long à lire, je vais le lire, hein, mais du coup, je vais le donner à l'intelligence artificielle pour me faire ressortir les points forts. Hem, Ça peut être ça. Après par exemple, si j'écris un article, alors attention pour ceux qui, font de la recherche, ne mettez pas, des données confidentielles dans l'intelligence artificielle parce que sinon il va utiliser vos données, elles sont ouvertes après à la communauté, donc mais si bon, c'est proche d'être, soumis, publié ou tout ce que vous voulez, bon, bah, pourquoi pas, pour au moins corriger des paragraphes. Vous savez, quand on doit rétrécir un texte et gagner des mots et des caractères, bah, ça, c'est super maintenant parce que je lui dis: «Tu me rétrécis, tu me fais tant de caractères». Mais après, il faut quand même relire pour qu'on n'ait pas perdu le sens. Mais ça, faut bien lui dire: «Ne perds pas le sens, garde mon style» et cetera et cetera. Donc moi, je m'en sers plus, vraiment comme un outil, pour des tâches un peu ingrates, quoi, vérifier quelque chose, aller chercher sur internet, hop, bah, je lui demande de me le trouver, ou donc je gagne du temps sur ça. Et après, ça nous sert dans des groupes de travail, par exemple, pour, faire une maquette, pour dire: «Bah, tiens, fais-moi un schéma, de la transmission, d'un plasmide porteur d'un gène de résistance, de 2 cellules». Et comme ça, hop, ça me fait un dessin et puis si je veux en parler après, bah, je peux le montrer, ou ça peut nous inspirer ou inspirer nos graphistes pour, faire un schéma, qui va mieux. C'est vrai que sur le graphisme, en tout cas sur le design et tout, je trouve ça assez incroyable, surtout sur les derniers mois. Moi, c'est vrai que souvent, tu vois, je dois faire des plaquettes, des choses comme ça et je suis pas inspirée, j'arrive jamais, tu vois, à avoir vraiment quelque chose qui est pertinent et c'est vrai qu'en tout cas, alors c'est on va dire que il va me sortir, tu vois, un design, alors le contenu est pas toujours incroyable, mais par contre, moi, ça me donne des idées et ça te permet vraiment d'avoir une base, en fait, et de te dire: «Allez, je pars de ça et c'est parti» et je trouve que c'est ça, c'est vraiment, moi, en tout cas, quelque chose où ça m'a vraiment fait gagner du temps. Oui, on gagne du temps si, par exemple, on doit faire une présentation sur un sujet, on peut demander, un plan en donnant quelques idées et ça nous fait gagner du temps, ça nous apporte, une vision qu'on n'aurait pas forcément eue. Et ce que tu disais par rapport au visuel, ça remplacera jamais un graphiste, enfin tous les métiers de la com, il y a pas de souci pour eux. Mais ça peut être inspirant, ou ça peut donner des idées, ou ça peut donner des orientations. Ouais, parfois non, hein, parfois on est là, c'est pas terrible, mais parfois oui. Et c'est vrai que même aussi maintenant, il y a aussi tout ce qui est vidéo qui se développe.
Ça peut être parfois pratique pour faire des mini vidéos. Donc voilà. Après, c'est encore un peu balbutiant, hein, sur certains modèles. Il faut vraiment payer des modèles très, très chers pour arriver à quelque chose de bien. Mais c'est exactement ça. C'est, trouver de l'inspiration, nous aider dans notre réflexion. Ça reste un assistant, quoi. C'est quelqu'un qui peut, enfin, c'est quelque chose qui peut nous aider. Complètement. Je trouve que l'assistant, c'est un bon terme, mais l'assistant, il faut le cadrer. C'est pas lui en tout cas qui a la réponse. Faut quand même avoir son libre arbitre aussi et être toujours, on va dire maître, de sa décision et pas le laisser justement décider à sa place. Ça Oui, c'est, je pense que c'est un peu ah oui. difficile à un moment, hein. Tu as l'impression que ça tu peux aussi te laisser un peu déborder, hein, quand même. C'est certain qu'il faut toujours rester critique sur ce qu'il dit et surtout, se dire: «Voilà, est-ce que c'est vraiment ça, que je recherche? Est-ce qu'il répond bien à mon objectif?» Et à force d'interagir avec des intelligences artificielles, on sait repérer, les textes des intelligences artificielles. On les voit. Moi, les gens qui m'envoient des mails faits par intelligence artificielle sans relecture humaine, je les vois tout de suite. Je vois tout de suite que c'est un robot qui me parle, envoyé par un humain, mais je vois que c'est un robot qui a fait le texte. Et c'est rigolo entre certains termes, qui reviennent régulièrement, certaines façons de parler, selon les moteurs de recherche, il y en a qui font des longues phrases, qui veulent pas dire grand-chose. C'est assez rigolo. Donc oui, oui, il faut pas tomber dans le piège, tu as raison, de la facilité et puis de plus réfléchir surtout. C'est ça, pas perdre sa réflexion, je pense que c'est important. C'est un Tu outil, comme l'ordinateur qui fait gagner du temps, comme le tableur Excel qui fait les calculs à ta place. En fait, c'est juste ça, hein, c'est un outil. Tu fais des choses, un peu, chronophages à notre place, mais on doit toujours réfléchir. as déjà eu, tu vois, des professionnels justement de tous les établissements que tu rencontres qui sont, comment dire? Stressés à l'idée de se dire: «Est-ce que l'IA va, dans les hôpitaux, remplacer, tu vois, certains métiers?» Moi, j'avais encadré, tu vois, par exemple, des secrétariats médicaux ou je pense aussi peut-être aux équipes de communication qui pourraient se dire: «Mais attends, à ce rythme-là, dans quelques années, moi, j'existe plus». Oui, oui, bien sûr, j'en ai rencontré plein. Je peux comprendre parce que forcément, on se dit: «Oh là là, c'est magique, ça va à toute vitesse. Est-ce que ça pourrait, mettre en péril, mon métier?» On pense même à la traduction, par exemple. Je pense que non, en fait. Ces personnes-là, moi, j'ai envie de leur dire, s'il y en a qui sont avec nous: «Vous inquiétez pas, quoi. Jamais un robot remplacera un humain sur ça». Même si on disait: «Ah, la radiologie», bah, oui, ça peut aider, mais il faut qu'il y ait un regard humain parce que, défauts négatifs, défauts positifs, il y en aura aussi avec l'IA et non, ben, je pense qu'au contraire, c'est des outils qui vont faire gagner du temps. Il y a sûrement des professions qui vont se repenser, Mmh. mais juste, parce que l'outil leur fait gagner, quelque chose. On reprenait l'exemple de l'ordinateur, les secrétaires qui avaient des machines à écrire, après ils ont eu l'ordinateur, mais finalement il y a toujours eu des secrétaires et les communicants, ils sont ouverts, ils sont sur les réseaux, ils sentent les innovations, ils sentent, les évolutions sociétales et ça, le robot, qui analyse des lignes et des lignes, de sites web, il peut pas le sentir ça. Donc moi je suis assez confiante sur tous ces métiers-là qui à mon avis, ne peuvent pas avoir cette sensibilité ou même là, vous voyez, par exemple, on a créé un mini site, sur l'antibiorésistance et on traduit en français, en anglais et j'ai échangé avec les 2 traducteurs, l'un est anglais, l'autre irlandais et c'est vrai qu'on sentait bien toute la finesse, culturelle même en fait, c'est une traduction, ça doit pas être que juste mot pour mot. Il y a aussi parfois une façon de dire les choses qui est culturellement différente d'un pays à l'autre et ça le robot l'a pas. Donc c'est vrai que je me suis fait la réflexion que j'avais bien été contente de discuter avec eux sur, les petits points où là, ils voulaient vraiment ma vision, de notre site en français pour que ce soit parfaitement adapté à la version anglaise. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis justement parce que cette question de finesse, je pense que c'est vraiment peut-être le point le plus important. Même tu vois aussi dans comment dire? Dans je pense l'interprétation ou les diagnostics, tu vois? Enfin moi j'entends beaucoup de choses sur l'IA et cetera, notamment au niveau médical. Toi Mmh. qui es médecin justement, où on nous dit,
l'IA, voilà, va commencer à être plus compétente qu'un médecin sur un diagnostic. Toi, justement, t'en penses quoi quand on te dit ça? Est-ce qu'on est juste, tu sais, il y a 15-20 ans où on sortait de chez le médecin, puis vite on regardait sur Doctissimo pour savoir, ce qu'il nous avait dit? Est-ce qu'aujourd'hui voilà, tous ces intelligences artificielles, c'est notre ancien Doctissimo où on allait vérifier et puis bon, bah, finalement les médecins, ils sont toujours là, heureusement? Oui, c'est fort possible que des personnes utilisent, les intelligences artificielles pour avoir des diagnostics. Même, j'avais lu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui échangeaient avec les intelligences artificielles quand ils avaient des mal-être ou ce genre de choses. Donc, on voit que la population utilise, l'intelligence artificielle comme, elle utilisait internet avant, avec, les mêmes écueils. C'est-à-dire que, on va trouver des bonnes choses et des choses complètement erronées, des choses qui peuvent être stressantes et non, je pense pas que ça remplacera le médecin, hein. Parce que vraiment, encore une fois, le robot, on va lui donner des signes cliniques. On donne pas forcément tous les bons signes cliniques, on donne pas forcément tout le contexte, on oublie des éléments qui sont importants dans une décision et puis le robot, il va donner des éléments d'orientation. D'ailleurs, il se garde bien. Souvent, quand même, on s'aperçoit qu'il dit que c'est pas un avis médical, qu'il faut mieux consulter et cetera. Mais c'est vrai que, non, ça remplacera pas le professionnel de santé. Après, ça peut toujours être des aides quand on sait plus. Enfin, c'est toujours pareil. Quand on a la connaissance qu'on est professionnel, on veut se souvenir de telles recommandations pour tel traitement, de l'angine ou autre. On n'a pas les logiciels, parce qu'il y a plein de logiciels métiers adaptés pour ça quand même. Faut mieux utiliser le logiciel métier. Et après, c'est juste pour confirmer, mais il faut quand même se méfier de l'intelligence artificielle sur ça. Ouais, tu vois, moi, justement, je reprends mon exemple, tu vois, de mon petit bébé qui avait Mmh. qui avait fait cette succession d'otites. Bah, c'est vrai qu'à un moment, moi, j'avais été regarder en me disant: «Attends, c'est quoi les dernières recos, sur Bien voilà, sûr. sur la prise antibiotique pour, voilà, une otite purulente?» et cetera et c'est vrai que j'avais eu ce réflexe, tu vois, d'aller sur ChatGPT et finalement, tu vois, j'ai eu tellement un doute parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver la source Eh oui, de ce qu'il me donnait que finalement je me suis dit: «Attends, et si j'allais plutôt regarder sur une recommandation?» Et bon, bah, finalement, tu vois, il s'était trompé justement, complètement. S'il te donc donne pas une source, faut et vraiment ouais. être très très soupçonneux et parfois il te donne une source, il faut cliquer dessus quoi, parce que parfois la source Mmh, c'est pas du tout ça et il ouais. a mis une URL erronée. Donc c'est normal, hein, c'est humain, on est tous là. Après toi tu es professionnel de santé donc tu as aussi la capacité à lire, ces recommandations-là. Ça c'est sûr, nous on l'a, c'est plus simple pour nous. Les prochains défis, tu vois, du CEPIAS aujourd'hui, on a parlé un petit peu en introduction de l'épisode qu'il y a aussi, voilà, le sujet de l'antibiorésistance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu 2 mots? Puisque je pense que c'est quand même quelque chose de très d'actualité. On a vu, on va dire les derniers rapports qui étaient sortis en fin d'année 2025, où on voyait que la conso justement d'antibio repartait à la hausse. C'est quoi ton sentiment un petit peu là-dessus? Oui, l'antibiorésistance, c'est vrai que c'est un sujet, pour ceux qui nous écoutent, vous vous souvenez, hein, l'antibiorésistance, c'est une bactérie qui, n'est plus sensible à un antibiotique qui avant a été efficace, sur elle. L'antibiotique, soit il bloque la croissance des bactéries, soit il les détruisent. C'est pas efficace sur les virus et c'est vrai qu'on voit une hausse, des infections par bactéries résistantes aux antibiotiques. Le problème, c'est que, bah, souvent, du coup, quand on donne un antibiotique habituel, eh bien, elle va y résister et donc l'infection va continuer à se développer et il faut pouvoir après donner un antibiotique qui va fonctionner sur cette bactérie pour pouvoir l'arrêter. Et c'est vrai que quand on voit les prévisions OMS ou européennes, on voit bien que ça augmente. On a de plus en plus d'infections, par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Ça entraîne forcément du coup des infections, des comorbidités, des décès. Alors on sait que c'est quand même un sujet dont, le monde entier s'est emparé, hein, que ce soit, le monde, l'Europe, la France et après au niveau de la France, quand on voit les chiffres, de surveillance, on voit qu'il y a certaines résistances qui sont plutôt en train de diminuer, comme, la résistance à la méticilline du staphylocoque doré, par exemple. Certaines résistances au fluoropénolone aussi qui commencent à diminuer parce qu'on fait des efforts sur les consommations d'antibiotiques et
L'antibiorésistance, elle peut venir de plein de choses. Il y a des bactéries qui sont naturellement résistantes et puis, on va les sélectionner en prenant des antibiotiques. Il y a des bactéries qui vont devenir résistantes, parce que, une bactérie résistante va leur donner un plasmide qui contenait le gène de la résistance, par exemple. Et pour éviter, ces infections, eh bien, il y a plusieurs choses. Soit déjà, on prend toutes les mesures qui évitent la transmission des micro-organismes, donc précautions standards, précautions complémentaires, même la vaccination pour éviter de tomber malade. Et puis après, il y a toutes les bonnes pratiques de bon usage des antibiotiques, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'antibiotiques si c'est pas nécessaire. Si on a un antibiotique, on prend la bonne molécule pendant la bonne durée, parce que si on arrête trop tôt un antibiotique, même si on va mieux, on peut sélectionner les bactéries résistantes dans son microbiote. Donc, il y a ces éléments-là à faire. Et puis, aussi, on essaye d'éviter de mettre des antibiotiques dans l'environnement parce que, par exemple, on jette pas les antibiotiques dans la poubelle ou dans les WC parce qu'après ça se retrouve dans l'eau. La station d'épuration, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas des filtres, ultra puissants, donc on peut avoir quelques résidus, d'antibiotiques après qui partent dans l'eau. Donc oui, l'antibiorésistance, c'est vrai que c'est un sujet. Ça pourrait être carrément un sujet à part du podcast parce qu'en fait, on voit par exemple une hausse, en ville, des Escherichia coli qui résistent aux céphalosporines de 3e génération. À l'hôpital, on voit des augmentations de BLSE, les entérobactériales des bêta-lactamase, Aspergillosis, ou même les EPC, Je pense que ceux qui travaillent à l'hôpital, quand on a une bactérie hautement résistante émergente, bactérie qui produit du carbapénémase, c'est toute une procédure, pour gérer le cas, les contacts, les dépistages, les retours, etc. Donc ça nous occupe bien. Mais en soi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous, on a travaillé sur un site qui permet d'expliquer l'antibiorésistance avec une vision Une Seule Santé. D'ailleurs, là, on termine le sommet international. Il y a eu un sommet international Une Seule Santé qui s'est déroulé à Lyon en avril dernier, où le président a dit que justement une stratégie allait être mise en place pour favoriser un environnement favorable à la santé. Et c'est vrai que maintenant, on peut plus envisager l'antibiorésistance juste au niveau santé humaine. Il y a la santé animale et puis il y a le côté environnemental. C'est ça qu'on a fait ce mini-site, mais on pourra en reparler une prochaine fois si tu veux. On se fera un troisième épisode sur le sujet. T'as l'impression justement, tu vois, que tous ces outils, là, on a parlé aussi de la ludopédagogie, etc. Ça va nous aider, tu vois, à améliorer nos pratiques réellement. En tout cas, c'est ce pourquoi on les fait. Nous, notre travail, c'est d'éviter les infections, de limiter l'antibiorésistance. On pense vraiment qu'on peut limiter tout ça, c'est possible. Donc, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas à s'occuper des patients, mais on est là pour outiller nos collègues qui, eux, sont sur le terrain et qui, eux, empêchent cette circulation. Et oui, j'espère bien que ça fonctionne. On a pu faire des études d'impact pour voir si ça marchait. Pas sur tous nos outils, mais pour l'instant, ceux pour lesquels on a fait des études d'impact montrent que ça fonctionne, que les gens sont un peu plus sensibilisés, plus enclins à modifier leurs pratiques, voire modifient leurs pratiques. Donc c'est plutôt de bonne augure. Gaëlle, justement, si on veut en savoir plus sur tous ces outils que vous proposez, ou si on a envie de discuter avec toi ou avec des personnes du CEPIAS, parce que on a fait justement un outil un peu maison dans sa structure et on a envie de la proposer, comment on peut te contacter ou vous contacter, les équipes du CEPIAS? Oui, en fait, nous, tous les CEPIAS ont un site internet. Si vous voulez contacter votre CEPIAS de région pour échanger avec eux, en fait, vous tapez CEPIAS plus le nom de votre région et puis vous allez tomber sur leur site internet. Nous, côté CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, c'est pareil du coup pour nous trouver. Pour tout ce qui est base documentaire, mise à disposition, c'est sur le site préventioninfection.fr et il y a un formulaire de contact. On mettra de toute façon tous les liens en description. Anne-Gaëlle, pour finir, on a une nouvelle question un peu rituelle dans ce podcast depuis cette année. Je te l'avais pas posée l'année dernière, mais est-ce que tu aurais
un ou plusieurs professionnels de santé ou un acteur, en tout cas de la santé, que tu aimerais nous recommander comme futur invité? Alors là, moi, je connais plein de gens merveilleux, donc je pourrais t'en proposer des tonnes. Mais disons que dans la continuité de ce dont on a parlé aujourd'hui sur l'IA, les GPT, je pense au docteur Louis Létinier qui est médecin de santé publique qui est passé interne chez nous à CEPIAS quand il était plus jeune et qui a créé sa start-up. Il a créé une application pour les patients pour qu'ils puissent eh bien mieux comprendre le traitement qu'on leur donne. Il a créé aussi un GPT pour les médecins où là on est plus sur du côté médical opérationnel et un site internet et une start-up qui pourrait être intéressante à présenter aux auditeurs si toi ça te plaisait. Et puis je vais juste en donner un deuxième. Nous, dans notre équipe, on a Johanna Sombrin, qui est psychologue du travail. On travaille pour le volet national, mission nationale dans notre équipe. Et elle est assez extraordinaire. Elle travaille sur tout ce qui est résistance au changement, agilité émotionnelle, application des émotions dans le changement des pratiques. Et je pense que c'est quelqu'un pour apporter beaucoup d'éléments à nos auditeurs. Je pense que ça, c'est hyper important. Tu vois, justement, on en a parlé de comment, tu vois, sur certains professionnels qui peuvent être un petit peu anxieux sur les questions de changement, sur les questions de nouveaux outils. Je pense que c'est indispensable aussi cet accompagnement au changement. Si on veut que notre système de santé, tu vois, il évolue, qu'on se modernise dans nos outils, dans nos approches, je pense que c'est indispensable de ne pas oublier, je pense, cette dimension émotionnelle, tu vois, face à tout ça, parce que ça peut être quand même des fois très compliqué, je pense, pour certaines équipes de s'approprier tout ça. Ah oui, complètement. Le changement, c'est quelque chose de naturel. Je pense que ce que Johanna nous expliquait, c'est que finalement, ça fait partie de la survie. Avant, quand on était à vivre dans la forêt, s'il y avait un petit changement sur notre itinéraire, c'était peut-être parce qu'il y avait un prédateur pas loin. La résistance au changement, ça nous a permis sûrement de bien survivre à beaucoup de choses et c'est 100% naturel et c'est vrai que c'est pas évident à faire et même ce que j'ai appris à ses côtés, c'est qu'une équipe, par exemple, quelqu'un qui est en saturation mentale, qui est vraiment dans une situation très difficile, eh bien, elle ne sera pas capable d'accueillir un changement, même si elle est convaincue que c'est bon pour elle. Donc, quand on sait ça, ben, on se dit bon, ok, donc on va y aller tranquillement pour aider les gens à changer leur pratique. Ça fait complètement le lien, tu vois, j'ai un épisode qui sort dans 2 jours, sur exactement cette thématique-là, avec un conférencier qui casse complètement les codes justement on va dire dans son approche. Lui, il est psychologue aussi et en fait, il est sur son vélo en fait, sur place, donc il fait du vélo sur place. Moi, ça m'a paru un peu fou, et en fait, il enseigne, tu vois, comment, arriver aussi à cette conduite du changement, comment, arriver à accompagner ses équipes parce qu'il faut être aussi des fois, porteur, tu vois, du projet et accompagner cette équipe-là et je trouve qu'il y a un symbole qui est extrêmement fort pour, voilà, les auditeurs qui voudront écouter cet épisode-là aussi sur, pour pas tomber à vélo, faut avancer. Et je trouve que la métaphore, elle est très intéressante parce que si tu fais du surplace, en fait, à un moment, tu vas tomber, quoi. Et en fait, il transmet ça et c'est hyper intéressant. Donc, tu vois, ce sera encore plus dans la continuité finalement des thématiques. Je vais écouter ça, moi. Anne-Gaëlle, merci encore pour cet épisode. C'était hyper intéressant, tu vois, de voir comment on peut s'approprier, voilà, l'intelligence artificielle, tous ces outils, d'avoir aussi ton regard, tu vois, toi dans ta pratique professionnelle. Tu vois, moi, ça me donne plein d'idées aussi sur des futurs épisodes à pouvoir faire autour de l'IA, parce que je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions par rapport à tous ces nouveaux outils qui arrivent. On a parlé de ChatGPT, mais c'est vrai qu'il y en a tellement. Tu vois, j'ai écouté encore un podcast ce matin sur les agents maintenant IA, parce qu'on a les assistants, puis maintenant on a les agents qui vont vraiment faire des choses à notre place. Il y a un mail, donc vraiment des choses encore plus poussées. Donc ça peut être un peu effrayant, mais c'est hyper intéressant aussi de savoir comment un professionnel peut l'utiliser dans son quotidien. Donc je te remercie en tout cas pour ce partage-là. Et puis Merci, écoute, Marie-Noël. on se dit à l'année prochaine pour un numéro 3 alors. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci.
Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.